Vous n'avez rien à faire en première classe. Sortez d'ici avant que je n'appelle la sécurité. » Les mots de François Moreau claquent comme un fouet, droit dans le visage d'Aïssata Diallo. Elle se tient là, droit comme une lame, son billet première classe serré dans une main, aux ongles courts, l'autre agrippant la lanière de son sac en toile usée. François, chef de cabine sur ce vol Air France de Paris à New York, la toise de haut en bas, son chemisier blanc impeccable tendu sur son torse bedonnant, ses yeux plissés derrière des lunettes cerclées d'or. Il ne lui laisse pas le temps de respirer. « J'ai dit, madame, c'est pour les vrais clients, pas pour des erreurs de réservation comme vous. » Aïssata sent son pouls marteler ses tempes, un tambour de rage contenue. Elle ouvre la bouche pour montrer le billet, mais François l'interrompt d'un geste sec, son index pointé comme une arme. « Pas de discussion. J'ai vu des comme vous essayez de frauder. Montez en économie ou descendez. » Les passagers autour d'eux, des hommes en costume sur mesure, des femmes aux bijoux étincelants, tournent la tête, certains avec un sourire et en coin, d'autres feignant l'indifférence. Un murmure s'élève, un filet de venin collectif. Aïssata serre les dents, sa mâchoire craque sous la pression. Elle ne crie pas, pas encore. Au lieu de ça, elle avance d'un pas, son regard planté dans celui de François, un éclat d'acier noir dans ses yeux sombres. Erreur de réservation, sa voix est un murmure tranchant, mais François rit, un aboiement sec qui fait sursauter la hôtesse à ses côtés. Exactement. Regardez-vous. Pas de valise Louis Vuitton, pas de parfum Chanel. Vous puez le mensonge. Il fait signe à la sécurité, deux hommes en uniforme bleu marine, épaules larges, qui s'approchent comme des ombres menaçantes. L'un d'eux pose une main lourde sur l'épaule d'Aïssata, pas assez fort pour blesser, mais assez pour humilier. « Suivez-nous, mademoiselle. » Elle se dégage d'un haussement d'épaule précis, son corps tendu comme un arc. La rage bouillonne en elle, un feu qui lèche ses veines, mais elle la canalise en un silence assassin. François jubile, son menton relevé en triomphe. Voyez, elle sait qu'elle n'a pas sa place ici. Les agents la traînent vers la sortie de la porte d'embarquement, passant devant la file des passagers prioritaires qui s'écartent comme une mer rouge. Un homme d'affaires, cravate Hermès, ricane ouvertement. Encore une qui a gagné un billet sur un coup de chance. Aïssata sent chaque mot comme une gifle, sa peau qui picote sous l'assaut invisible. Elle ne pleure pas. Non, ses yeux sèchent en un clin d'œil, transformant la douleur en carburant. François suit à distance, son talkie-walkie crachotant des ordres. Vérifiez son passeport. Je parie qu'elle est en sursis. Les agents la plaquent contre un mur latéral, fouillant son sac sans ménagement, son ordinateur portable, un cahier de notes froissé, un pendentif en or massif hérité de sa grand-mère malienne. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» grogne l'un d'eux, brandissant le pendentif. « Bijoux volés ?» Aïssata arrache l'objet de ses doigts, son souffle court, sa poitrine se soulevant en vagues de fureur. « C'est à moi. Touchez-le encore, et vous le regretterez. » François arrive enfin, bras croisés, un sourire carnassier aux lèvres. « Dites-lui, messieurs, elle n'embarquera pas, pas en première, pas avec nous. » Les agents hochent la tête, leurs badges cliquetant contre leur poitrine. Aïssata les fixe tour à tour, son esprit filant comme une flèche. Elle voit les caméras de surveillance clignoter au plafond. Elle sent les regards des autres passagers qui percent les vitres.
La discrimination n'est pas un mot abstrait. Ici, c'est une chaîne qui se resserre autour de sa gorge. Elle pourrait hurler, accuser, mais non. Elle choisit la lame invisible. « Vous pensez que c'est fini ?» murmure-t-elle à François, sa voix basse comme un grondement de tonnerre lointain. Il hausse les épaules, inconscient du piège qu'il tend à lui-même. « C'est fini pour vous, oui. » Les agents la poussent vers l'extérieur, la porte d'embarquement se refermant derrière elle, avec un sifflement hydraulique. Aïssata trébuche une seconde sur le tapis roulant, puis se redresse, son sac battant contre sa hanche. La rage pulse en elle, un moteur vrombissant, prêt à exploser. Mais pas maintenant, pas ici. Elle sort dans le terminal bondé, l'air conditionné glacé contre sa peau brûlante, et compose un numéro sur son téléphone. Pas pour se plaindre, mais pour activer le premier fil de sa toile. François, de l'autre côté de la vitre, essuie une goutte de sueur sur son front. Un premier frisson d'incertitude le traversant. Il ne sait pas encore que le billet qu'il a piétiné porte le sceau d'un empire financier qui pourrait engloutir sa compagnie aérienne entière. Aïssata s'éloigne du comptoir d'embarquement, ses pas mesurés claquant sur le sol en marbre poli, comme des coups de feu étouffés. Derrière elle, la porte se verrouille avec un clic définitif, isolant François et ses sbires dans leur bulle d'arrogance. Elle ne se retourne pas une larme ne coule. À la place, ses poings se serrent jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, un ancrage contre le tourbillon qui menace de l'engloutir. Son cœur cogne, un marteau-piqueur contre ses côtes, mais elle le dompte, le transforme en acier froid. « Pas ici », se murmure-t-elle, les mots un mantra gravé dans sa chair. Elle atteint un banc isolé, près des portes vitrées, s'y affale d'un mouvement fluide, son sac glissant à ses pieds comme un serpent prêt à mordre. Le téléphone vibre dans sa paume, un message de l'application de réservation. Confirmation, vol annulé pour non-conformité. Elle ricane, un son rauque qui échappe à ses lèvres pincées, et efface le texte d'un geste rageur. Autour d'elle, le terminal grouille, des familles pressées, des hommes d'affaires tapotant sur leurs écrans, indifférents à son chaos intérieur. Mais Aïssata, elle voit tout, chaque regard fuyant, chaque chuchotement qui la frôle comme une aiguille. La discrimination n'est pas un incident isolé. C'est une cicatrice qu'elle porte depuis l'enfance à Bamako, transplantée à Paris, où les regards se muent en murs invisibles. Elle ferme les yeux une seconde, respire profondément, l'air recyclé sans le plastique et le regret, et laisse la fureur se cristalliser. Pas de pleurs, pas de cris, seulement une résolution qui durcit ses traits, sculptant son visage en masque de marbre. Elle sort son ordinateur portable, l'ouvre d'un claquement sec, ses doigts volant sur le clavier comme des lames. Un email s'ouvre. À l'attention de la direction, Air France. Incident de discrimination sur vol, AF247. Elle tape furieusement, chaque mot, un projectile. J'ai été expulsé de la première classe par le chef de cabine François Moreau, sous prétexte de non-conformité. Preuve jointe. Billet scanné, enregistrement vocal. Elle attache l'audio qu'elle a discrètement enregistré pendant l'altercation. La voix de François, claire comme du cristal, pas pour des erreurs comme vous. Envoyé. Le bouton clignote, et c'est fait. Un premier coup de feu dans la nuit. Mais Aïssata ne s'arrête pas là. Elle compose un autre numéro. Pas la police, pas les médias. Son contact à Diallo Heritage Fund, à Genève.
C'est Aïssata. Activez le protocole ombre pour Air France. Tout de suite. La voix à l'autre bout. Calme et professionnelle. Compris. Transfert, gelés en 24 heures. Elle raccroche, un sourire froid étirant ses lèvres. La revanche n'est pas un hurlement, c'est un scalpel. De l'autre côté du terminal, François ajuste sa cravate, son triomphe encore frais dans sa gorge. Il retourne vers la cabine, saluant les passagers d'un hochement de tête suffisant. Problème réglé, lance-t-il à l'hôtesse, qui hoche la tête avec un sourire forcé. Mais au fond de lui, un doute gratte. Pourquoi son estomac se noue-t-il? Il chasse la sensation, commande un café au galet, ignorant le regard inquiet de son collègue. Elle n'était rien, marmonne-t-il, mais les mots sonnent creux. Aïssata, quant à elle, range son ordinateur, se lève d'un bond fluide. Elle traverse le terminal comme une ombre, évitant les foules, son esprit filant vers le prochain vol, pas avec Air France. Un jet privé l'attend, réservé sous un nom d'emprunt. En passant devant un kiosque à journaux, elle capte un titre. Air France sous le feu des critiques pour discrimination. Pas encore sur elle, mais bientôt. Son téléphone sonne. Un appel anonyme. Elle décroche, voix d'acier. Parler. Une voix masculine, tendue. Mademoiselle Diallo, c'est Julien, assistant de Moreau. Il a fait une erreur. Votre réservation, elle porte le sceau du fond Diallo. Elle s'arrête net. Son souffle se bloque une fraction de seconde. Le premier fil se tend. Dites-lui de prier, répond-elle, et raccroche. Le doute de François, il n'est que le début. Aïssata accélère le pas, son ombre s'allongeant sur le sol lustré, un présage de tempête qui s'annonce. François Moreau s'affale dans le siège de Sceau du Galet, son café fumant entre les mains tremblantes. Le vol décolle sans heurte, les moteurs ronronnant comme un ronflement satisfait, mais son esprit bouillonne. Rien qu'une fraudeuse, se répète-t-il, mais les mots collent à sa langue comme du goudron. Julien, son assistante aux yeux fuyants, entre en trombe, tablette en main, visage blême comme un linceul. Chef, regardez ça. François arrache l'appareil, ses doigts boudinés glissant sur l'écran. Un email interne clignote. Alerte conformité. Réservation F247, passagère Diallo. Lié à Diallo Heritage Fund. Statut. VIP prioritaire. Son estomac se retourne. Un nœud acide qui lui monte à la gorge. Quoi? C'est impossible. J'ai vérifié moi-même. Julien recule d'un pas, sa pomme d'Adam dansant nerveusement. Pas le billet, chef. Le fond. Ils détiennent 15% des actions d'Air France. C'est énorme. François fixe l'écran, les lettres dansant devant ses yeux injectés de sang. Il revoit Aïssata, son regard perçant, sa posture inflexible, et un frisson glacé lui parcourt l'échine, comme si elle le fixait encore depuis les nuages. Merde, siffle-t-il entre ses dents, jetant le café contre le mur. Le liquide éclabousse, brun et accusateur, et Julien tressaille. François se lève d'un bond, son corps massif heurtant le comptoir, renversant une pile de serviettes. Effacez ça, c'était une erreur de système. Mais Julien secoue la tête, voix chevrotante. Trop tard. J'ai déjà vu l'enregistrement vocal. Vous l'avez traitée de fraudeuse. Et si elle porte plainte? François l'attrape par le col, son souffle chaud et aigre contre le visage du jeune homme. Tu parles à qui? À personne. C'est moi qui commande ici. Le doute s'insinue, un verre qui ronge son triomphe. François lâche Julien, qui s'échappe vers l'avant de la cabine et s'appuie contre le lavabo,
fixant son reflet déformé dans le métal poli. Ses yeux cernés le renvoient un homme usé, pas le pilier d'autorité qu'il feint d'être. 30 ans chez Air France, des promotions arrachées à la force du poignet, et voilà qu'une erreur comme elle menace tout. Il fouille sa mémoire. Diallo Heritage Fund, un nom qui résonne vaguement, un partenaire invisible qui injecte des millions dans les caisses de la compagnie. Et lui, il l'a chassée comme une mendiante. Son cœur cogne, un rythme erratique, et il sent la sueur perler sur sa nuque. Non, grogne-t-il, serrant les poings, jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa paume. Il ne s'excusera pas à elle, mais le doute grandit, un cancer qui métastase. De retour dans la cabine, un passager, un cadre supérieur, badge corporate scintillant, l'interpelle. « Chef, on a eu un souci avec la dame en première, j'ai entendu du bruit. » François force un sourire, lèvres étirées sur des dents serrées. « Rien, monsieur, juste une vérification routine. » Mais l'homme hausse un sourcil, son regard perçant comme une sonde. Routine, elle avait l'air légitime. Et si c'était une investisseuse? Les mots frappent François comme un uppercut. Son visage se fige en masque de cire. Il bafouille une excuse, s'éloignant vers le cockpit, où le pilote lui lance un regard interrogateur. Problème en cabine? François secoue la tête, voix rauque. Rien que je ne puisse gérer. Mais en regagnant son poste, il croise une hôtesse qui murmure. Chef, un appel du sol, pour vous. Urgent, à propos d'une plainte. Son sang se glace. Il attrape le téléphone satellite, doigt moite glissant sur les boutons. La voix à l'autre bout est glaciale. Moreau, c'est le siège. Diallo, vous l'avez touché. Il bégait, sa gorge nouée par la panique naissante. C'était une méprise. Silence, puis, préparez-vous, le fond bouge ses actions. François raccroche, le combiné claquant dans son creux de main. Il s'effondre sur un strapontin, tête entre les mains, le bourdonnement des moteurs se muant en un rugissement accusateur. Le premier craquement dans sa forteresse, et quelque part, au sol, Aïssata atterrit à Genève, son jet privé glissant sur la piste comme une ombre vengeresse. Elle sait, et le piège se referme, lent et inexorable, vers une confrontation qui ébranlera les yeux. François Moreau titube hors du cockpit, son visage blême comme un linge, le téléphone satellite encore brûlant dans sa paume moite. L'appel du siège d'Air France résonne dans son crâne comme une sirène d'alarme. Diallo Heritage Fund, retrouvez-la, maintenant. Il claque des doigts vers Julien, qui sursaute, tablette tremblante. Trouve-moi où elle est, tout de suite, aboie-t-il, sa voix un éclat de verre brisé. Julien, les yeux écarquillés, pianote frénétiquement, ses doigts glissant sur l'écran. Elle a pris un jet privé. Genève. Atterrissage confirmé il y a 20 minutes. François jure entre ses dents, ses poings serrés comme des marteaux prêts à frapper. Genève. Le siège de Diallo Heritage Fund. L'erreur qu'il a commise n'est pas une tache sur sa chemise, c'est une bombe à retardement. Il arrache son badge, le métal cliquetant contre sa poitrine, et traverse la cabine en trombe, ignorant les regards curieux des passagers. Son esprit tourne à plein régime, un moteur surchauffé. Aïssata Diallo, une passagère qu'il a chassée comme une intruse, et maintenant, une investisseuse, une clé dans l'engrenage financier d'Air France. Il revoit son regard, ce mur d'acier noir, et un frisson lui coupe le souffle.
Je ne m'excuserai pas, grogne-t-il, mais les mots sonnent faux, comme un mensonge qu'il s'inflige. Il ordonne à Julien « Réserve-moi un vol pour Genève, le prochain. » Julien bégaye « Mais chef, vous êtes en service. » François le foudroie du regard, sa voix un sifflement venimeux. « Fais-le, ou tu rejoins la liste des chômeurs. » Dans l'heure, François embarque sur un vol commercial, coincé en classe économique, une ironie qui le ronge. À Genève, il loue une voiture, un modèle bon marché, qui grince sous son poids. Il traque Aïssata via les réseaux sociaux, des bribes d'infos glanées sur des comptes anonymes. Une photo floue, elle dans un café près du lac Léman, discutant avec un homme en costume sombre. François accélère, son cœur battant comme un tambour de guerre. Il doit la trouver, la confronter, effacer cette tâche avant que le siège ne le crucifie. Mais à chaque feu rouge, son esprit vacille. Et si elle parlait déjà aux avocats? Et si son erreur coûtait des millions? Sa chemise colle à son dos, trempée de sueur. Il frappe le volant, un cri étouffé jaillissant de sa gorge. Merde, pourquoi elle? Il atteint le café, un lieu chic où les banquiers sirotent des espressos à 10 €. Aïssata est partie, mais une serveuse, jeune, aux cheveux bouclés, lui glisse un indice. La femme noire, elle était avec un type de Dialophone. Ils sont allés à l'hôtel Beau Rivage. François fonce, sa voiture rugissant dans les rues étroites. À l'hôtel, il tente d'entrer, mais un portier l'arrête net. Réservation? François bredouille, son badge Air France inutile. C'est urgent, une passagère, une erreur. Le portier ricane, une erreur. Vous n'êtes pas le premier à courir après mademoiselle Diallo. François vacille, le sol se dérobe sous lui. Elle est déjà un fantôme, une ombre qui le nargue. Il s'effondre sur un banc dehors, la façade dorée de l'hôtel le toisant comme un juge. Son téléphone vibre, un message du siège. Moreau, réunion d'urgence demain. Soyez prêts. Il ferme les yeux, la panique montant comme une vague. Aïssata, où qu'elle soit, tire les ficelles, et lui, il court dans son filet, aveugle, piégé, un pion dans un jeu qu'il ne comprend pas encore. Aïssata Diallo pousse la porte d'un centre communautaire délabré dans le quartier périphérique de Belleville, à Paris, où l'odeur du pain frais et des épices maliennes flotte dans l'air. Pas de marbre poli, pas de lustres en cristal ici, juste des tables en bois éraflées et des rires d'enfants qui rebondissent contre les murs peints en jaune fané. Elle pose son sac en toile, le même qui a été fouillé à l'aéroport, et retrousse ses manches. Ses doigts, agiles et précis, s'emparent d'un tablier taché qu'une adolescente, Fatou, lui tend avec un sourire timide. « Tu vas encore nous apprendre à faire du thieboudienne ?» demande la jeune fille, ses yeux brillants d'admiration. Aïssata acquiesce, un éclat de chaleur traversant son regard d'acier. Pas seulement. Aujourd'hui, on cuisine pour changer des vies. Elle se met au travail, hachant des oignons avec une précision chirurgicale, ses gestes vifs comme des coups de pinceau. Autour d'elle, une dizaine de jeunes, pour la plupart originaires du Mali ou du Sénégal, s'affairent dans la cuisine communautaire. Aïssata ne parle pas de l'aéroport, de François, ni de l'humiliation qui lui brûle encore la poitrine. À la place, elle guide Fatou, corrigeant sa prise sur le couteau d'un geste doux, mais ferme. Coupe plus fin, les saveurs doivent te danser, pas se battre. Fatou rit, un son clair qui éclaire la pièce. Aïssata sent la tension dans ses épaules s'alléger. Juste un peu. Ici, elle n'est pas une passagère expulsée,
ni une héritière secrète. Elle est Aïssata, celle qui rallume des étincelles dans les yeux de ceux qu'on oublie. Mais son esprit ne s'égare pas. Entre deux instructions, plus de gingembre, moins de sel. Elle vérifie son téléphone. Un modèle sécurisé, aux lignes épurées. Un message clignote. Fond gelé, Air France en attente. Prochain mouvement. Elle tape une réponse brève. Attendez mon signal. Ses lèvres se pincent en une ligne dure. Elle n'a pas oublié François, ni son rictus suffisant, ni les regards des autres passagers qui la transperçaient comme des lames. Mais la vengeance attendra. Ici, elle construit, elle guérit. Une femme âgée, Madame Diop, s'approche, un panier de tomates à la main. Aïssata, pourquoi tu fais tout ça? Tu pourrais être ailleurs, dans un bureau chic. Aïssata hausse les épaules, un sourire sans coin. Les bureaux chics ne nourrissent pas les âmes. Fatou, curieuse, glisse une question. Tu viens d'où, vraiment? On dirait que tu portes un secret. Aïssata s'arrête, son couteau suspendu au-dessus d'une planche. Un instant, elle revoit Bamako, les marchés vibrants, la voix de sa grand-mère lui répétant « Ton héritage est une arme, pas une chaîne. » Elle secoue la tête, revient au présent. « Mon secret, c'est que je ne m'arrête jamais. » Fatou fronce les sourcils, sentant une vérité cachée, mais n'insiste pas. À l'extérieur, des bruits de la ville, klaxons, cris, vie, s'infiltrent par les fenêtres fissurées. Aïssata pose une main sur l'épaule de Fatou, son toucher ferme comme une promesse. Un jour, tu auras ta propre cuisine, et personne ne te dira que tu n'as pas ta place. Les mots résonnent, lourds de sens, un écho de sa propre bataille. Elle range son téléphone, ses doigts effleurant l'USB dans son sac. Un petit objet, mais une bombe prête à exploser. Dehors, un moteur rugit, une voiture qui s'arrête. François? Peut-être. Mais ici, dans ce refuge, Aïssata est reine, et son royaume ne plie pas. François Moreau franchit la porte du centre communautaire comme un taureau enragé, son costume froissé par le voyage, son visage creusé par une nuit sans sommeil. L'odeur d'épices maliennes l'assaille, un assaut qui le fait grimacer, mais il repère Aïssata d'un coup d'œil. Elle, au milieu de la cuisine bondée, un couteau en main, riant avec Fatou. Son cœur se serre, un point invisible qui broie sa poitrine. Il avance, épaules voûtées, et tous pour attirer l'attention. Mademoiselle Diallo. Sa voix craque, un mélange de supplication et de fierté blessée. Aïssata pivote, son regard d'acier le transperçant comme une lame. Elle pose le couteau avec une lenteur calculée, essuyant ses mains sur son tablier. Les jeunes autour d'elle se figent, l'air chargé d'électricité statique. « Vous, ici ?» lâche-t-elle, sa voix un fouet qui claque. François avale sa salive, sa gorge nouée par la bile du regret. Il tend une main tremblante, un geste pathétique. « J'ai commis une erreur. À l'aéroport. Laissez-moi m'excuser. Publiquement, si vous voulez. » Aïssata croise les bras, son corps tendu comme un arc bandé. Fatou, à ses côtés, serre les poings, prête à bondir, mais Aïssata lève une paume pour la calmer. Une erreur? Vous m'avez traîné comme une criminelle devant des dizaines de passagers. Et maintenant, un désolé. François baisse les yeux, ses joues rougissant sous le poids de son humiliation. Je ne savais pas qui vous étiez. Le fond. Air France a besoin de vous. S'il vous plaît. Elle s'approche, son souffle chaud contre son oreille, un murmure venimeux. Vous ne savez toujours pas qui je suis.
François recule d'un pas, mais elle le suit, implacable. Acceptez mes conditions, ou partez. D'abord, un communiqué officiel. Air France admet la discrimination. Deuxièmement, un don de 100 000 € à ce centre. Troisièmement, elle marque une pause, ses yeux flamboyants. Vous, personnellement, suivez un stage sur le racisme systémique, ici, avec nous. François tressaille, son ego se cabrant comme un cheval sauvage. C'est déraisonnable. Je suis chef de cabine. Aïssata rit, un son sec et coupant. Et moi, je suis la clé de vos 15% d'actions. Signez, ou le fonds se retire. Demain. Il hésite, son esprit en guerre. Fierté contre survie. Finalement, il sort un stylo, griffonne sur un napkin froissé. Accord. Tout. Aïssata arrache le papier, ses lèvres pincées, en un sourire froid. Bien, mais ce n'est pas fini. Elle se tourne vers Fatou, qui observe, yeux écarquillés. Regarde, ma petite, la justice n'est pas un cri, c'est un contrat. Fatou hoche la tête, un feu nouveau dans le ventre. François, vaincu, s'éloigne vers la sortie, mais Aïssata l'appelle. Attendez. Elle fouille son sac, en tire une clé USB, l'agitant comme un trophée. Ceci contient des preuves. Pas pour vous. Pour moi. François pâlit, tend la main, mais elle la referme. Un bip discret. Son téléphone vibre. Un message crypté. Anomalie détectée. Transfert. Dialophone de compromis. Suspect. Dubois, C. Aïssata range la clé, son visage durcissant en masque de pierre. François capte l'échange, un frisson le traversant. Qu'est-ce que... Elle l'ignore, son esprit filant vers l'ombre plus grande qui se profile. Fatou pose une main sur son bras. Qu'est-ce qui se passe? Aïssata murmure. Quelque chose de pire que lui. Une trahison. La porte claque derrière François, mais le vrai combat commence. Une toile de mensonges financiers qui s'effiloche, menaçant d'engloutir tout. Le centre communautaire s'éteint dans le crépuscule parisien, les ombres s'étirant sur les murs comme des griffes. Aïssata Diallo, assise à une table bancale, fixe son téléphone, l'écran projetant une lueur froide sur son visage tendu. Le message crypté clignote toujours. Anomalie détectée. Transfert dialophone de compromis. Suspect. Dubois, c'est un. Ses doigts serrent un soche l'appareil, ses ongles s'enfonçant dans la coque. Camille Dubois. Le nom résonne comme une alarme, un écho d'une vieille blessure. Aïssata connaît cette femme, directrice financière d'Air France, une vipère en tailleur Chanel, dont le sourire cache des crocs. Elle a croisé Camille une fois, à une réunion à Genève, où ses yeux froids disséquaient chaque mot d'Aïssata comme un scalpel. Maintenant, elle est une menace. Aïssata glisse la clé USB dans sa poche, son poids un rappel brûlant de ce qui est en jeu. Elle se lève, ses pas claquant sur le plancher usé, et appelle Fatou, qui trie des légumes dans la cuisine. J'ai besoin de toi. On part ce soir. Fatou fronce les sourcils, son couteau suspendu. Ou, à cause de ce type, François. Aïssata secoue la tête, ses lèvres pincées en une ligne dure. Non, quelqu'un de pire, quelqu'un qui joue avec des millions comme des pions. Fatou, le souffle court, abandonne son tablier et suit Aïssata dans la nuit, leurs silhouettes avalées par les rues humides de Belleville. À l'autre bout de Paris, dans un bureau vitré au siège d'Air France, Camille Dubois tape sur son clavier, ses ongles laqués cliquetant comme des balles. À 45 ans, elle est un requin dans un océan de costumes gris. Ambitieuse, implacable,
et allergique aux erreurs. Mais ce soir, son écran clignote avec une alerte. Audit externe activé. Diallo Heritage Fund. Son cœur s'arrête une fraction de seconde. Sa main figée sur la souris. Aïssata. Elle sait. Camille a détourné des fonds du Diallo Fund vers une coquille offshore, à Zurich. Un plan méticuleux pour siphonner des millions sans laisser de traces. Mais Aïssata, cette ombre qu'elle croyait insignifiante, menace de tout faire exploser. Camille compose un numéro, sa voix un sifflement glacé. Trouvez-la, vite. À l'autre bout, un homme à la voix rauque, un détective privé qu'elle paie grassement, répond. Elle est à Belleville, avec une gamine. Vous voulez qu'on agisse? Camille marque une pause, ses yeux plissés comme ceux d'un faucon. Surveillez-la. Pas un mot, pas une goutte de sang. Je veux ses preuves. Elle raccroche, ses lèvres s'étirant en un rictus. Elle sous-estime Aïssata, comme François l'a fait. Mais unlike François, Camille ne s'excusera pas. Elle éliminera. Pendant ce temps, Aïssata et Fatou s'engouffrent dans un métro bondé, direction Montparnasse. Aïssata serre son sac contre elle, sentant la clé USB comme un battement de cœur. Camille Dubois, murmure-t-elle à Fatou, son souffle formant des volutes dans l'air froid. Elle pense qu'elle peut me briser. Fatou, les yeux écarquillés, demande. Qui est-elle? Aïssata répond, voix tranchante, une voleuse, et bientôt une perdante. Le métro gronde, les lumières clignotant comme un avertissement. Camille, tapie dans son bureau, croit tenir les rênes. Mais Aïssata, un prédateur silencieux, avance déjà, son regard fixé sur l'horizon où la vérité attend, prête à mordre. Aïssata et Fatou s'engouffrent dans un cybercafé anonyme de Montparnasse, l'air chargé d'une odeur de café rance et de clics frénétiques. Aïssata branche son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier comme des ombres assassines. L'écran s'illumine. Un portail sécurisé du Diallo Heritage Fund s'ouvrant avec un bip discret. Regarde, murmure-t-elle à Fatou, qui se penche, souffle court, ses yeux captivés par les lignes de code qui défilent. Camille a touché à nos transferts. 10 millions d'euros détournés vers Zurich. Fatou serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Comment tu sais? Aïssata pointe une ligne rouge. L'audit automatique. J'ai activé le protocole ombre à l'aéroport. Il traque chaque euro. Elle creuse, plus profond. Aïssata tape une séquence, un algorithme maison qui dissèque les flux financiers comme un scalpel. Des fichiers émergent, emails effacés, mais récupérés dans les archives cachées. Un message de Camille. Assure-toi que Diallo reste dans l'ombre. Pas de signature avant que les fonds soient propres. Aïssata sent une rage froide monter, un feu qui durcit sa mâchoire. Elle m'a sous-estimé, comme François. Fatou, les yeux flamboyants, attrape un second ordinateur. Et si on appelle Julien, il est dans le système d'Air France. Aïssata hoche la tête, compose un numéro jetable. Julien répond au deuxième bip, voix chevrotante. Diallo, c'est vous? Elle coupe court. Les logs de Camille, envoie-les, maintenant, ou tu coules avec elle. Julien hésite une seconde, puis un fichier arrive. Un torrent de données brutes. Aïssata et Fatou les décortiquent, Fatou traquant les patterns comme une chasseuse. Regarde ça. Des virements vers une coquille. Eurogourmet SA. À Zurich. Et des notes internes. Éliminer les employés non conformes. Fatou pâlit, son propre passé remontant comme un fantôme.
sa mise à pied d'un vol Air France, pour incompétence, mais vraiment pour son accent malien trop marqué. Aïssata pose une main sur son épaule, un geste ferme comme une ancre. C'est pas de l'incompétence, c'est de la purge. Elle nettoie pour cacher ses vols. Elles appellent un contact à Londres, un avocat du fond, voix rocailleuse au téléphone. Dubois a falsifié des contrats. Preuves solides? Envoyez-moi tout. Bon. Les heures filen, le cybercafé se vidant autour d'elle. Aïssata croise les bras, son esprit un tourbillon. Camille n'est pas seul. Ses virements mènent à un réseau. Des actionnaires fantômes qui saignent le fond. Fatou trouve un lien. Un email croisé avec François. Il savait pour les audits, mais il a fermé les yeux pour une promotion. Aïssata ricane, un son tranchant. Trahison en chaîne. Son téléphone vibre. Un message anonyme. Arrêtez. Ou la gamine paie. Fatou tressaille, mais Aïssata l'attrape par le bras. C'est son bluff. On continue. Elles extraient un fichier final. Un contrat falsifié. Signature de Camille sur un détournement de 5 millions. L'avocate rappelle. C'est du béton. Rendez-vous à l'aube. Mais méfiez-vous. Elle sait que vous fouillez. Aïssata ferme l'ordinateur d'un claquement sec, son regard fixé sur la nuit parisienne dehors. Fatou, essoufflé, demande. Et maintenant? Aïssata se lève, son corps tendu comme un ressort. On frappe, mais d'abord, on trouve la preuve qui la brise. Le message anonyme clignote encore, un avertissement qui pulse comme un cœur noir. Camille, tapie dans l'ombre, resserre son étau, mais Aïssata avance, implacable, vers le cœur de la bête. L'aube grise infiltre le cybercafé, les écrans pâles comme des fantômes. Aïssata Diallo fixe le fichier final, un contrat falsifié qui clignote comme une grenade dégoupillée. Ses yeux, rougis par la fatigue, s'écarquillent d'un coup. Le sceau de Diallo Heritage Fund, gravé sur une clause enterrée. Transfert d'exclusif à Eurogourmet. SA, signataire. C, Dubois. Fatou, penché à ses côtés, étouffe un hoquet, sa main couvrant sa bouche. C'est ton grand-père. Aïssata hoche la tête, sa gorge se nouant comme un nœud coulant. Le contrat date de 20 ans, époque où son grand-père, fondateur du fonds, signait un partenariat avec Air France. Camille n'a pas volé 10 millions. Elle a saboté l'héritage entier, falsifiant des clauses pour siphonner des dividendes, laissant le fonds saigner pendant des décennies. Aïssata tape du poing sur la table, un choc sourd qui fait trembler les tasses vides. Elle l'a tué, pas avec un couteau mais avec de l'encre. Son grand-père, mort d'un infarctus après des audits truqués, accusé de malversation par les médias. Camille, alors jeune analyste, avait monté le coup. Email caché révèle ses mains sales, des virements fantômes vers des comptes suisses. Fatou, les yeux humides mais durs, murmure. Et les licenciements, c'était pour couvrir ça? Aïssata acquiesce, sa voix un rasoir. Oui, des employés comme toi, comme ma famille, effacés pour qu'ils ne voient pas les trous dans les comptes. Elle zoome sur un paragraphe. Clause 7b, révocation automatique si audit externe. Camille a anticipé, piégeant le fonds dans un labyrinthe de dettes. Le téléphone vibre. L'avocat de Londres, voix rocailleuse. J'ai croisé les données. Dubois n'est pas seul. Un conseil d'administration complice. Ils ont forcé la main de ton grand-père pour qu'il signe, puis l'ont brisé. Preuve irréfutable. Un enregistrement audio de leur réunion. Aïssata ferme les yeux. Un flash la frappe.
son grand-père, brisé, lui confiant la clé USB sur son lit de mort. Protège-le, ma petite, c'est notre sang. Elle rouvre les paupières, ses pupilles dilatées de fureur pure. Envoyez tout et alertez Interpol. Fatou pose une main sur son bras, sentant les tremblements. Aïssata, respire, on a gagné. Mais Aïssata secoue la tête, son corps tendu comme un câble d'acier. Gagner, c'est une guerre, elle a volé notre nom. Dehors, la pluie martèle les vitres, un tambour de vengeance. Aïssata range les fichiers, son esprit filant comme une flèche empoisonnée. Camille n'est pas une voleuse isolée, c'est une architecte de ruines, bâtissant son empire sur les os de famille comme la sienne. Fatou, galvanisé, attrape son manteau. On va où maintenant? Aïssata se lève, son ombre s'allongeant comme une menace. Chez elle, on lui arrache la vérité de la gorge. Le message anonyme clignote encore, mais Aïssata l'efface d'un geste rageur. La vérité n'est plus cachée. Elle est une arme, aiguisée et prête à trancher. Camille, dans son bureau, sent un frisson, un appel entrant, inconnu. Elle décroche, et le silence à l'autre bout est un présage de chute. Hoi bom, cao trào cuối cùng. Điểm 10, đôi mặt and nguy hiểm. E604. Aïssata et Fatou franchissent le seuil de l'appartement haussmannien de Camille Dubois, rue de Rivoli, sous un ciel plombé qui menace d'éclater. La porte s'ouvre sur un clin d'œil, un code fourni par Julien, traître repenti. À l'intérieur, l'air est étouffant, chargé d'un parfum de cuir neuf et de secrets pourris. Camille, perchée sur un fauteuil en velours, pivote, son verre de vin rouge suspendu comme une menace. Ses yeux, froids comme l'acier, se plissent. « Vous osez venir ici ?» siffle-t-elle, sa voix un venin distillé. Aïssata avance, son corps tendu comme un ressort. Fatou collé à ses côtés, poings serrés. « Osez? Vous avez osé voler mon sang. 20 ans de mensonges. » Camille rit, un son cristallin et cruel, posant son verre avec une précision mortelle. « Votre sang? Un vieux malien mort de honte. J'ai juste nettoyé le gâchis. » Aïssata sort la clé USB, la brandissant comme un poignard. Le contrat falsifié, les virements à Zurich. Tout est cela. Signez la restitution ou je publie. Camille se lève d'un bond fluide, son tailleur impeccable froissé par la rage. Elle s'approche, son souffle chaud contre le visage d'Aïssata. Publier et perdre le fond? Vous êtes une petite journaliste, pas une reine. Fatou bondit. Lâchez-la. Mais Camille l'ignore, ses ongles griffant l'air. Asseyez-vous toutes les deux, ou je fais un appel, un seul, et vos vies s'effondrent. Aïssata ne fléchit pas, son regard planté dans celui de Camille. Un duel de volonté qui fait crépiter l'air. Appelez, Interpol attend. Soudain, un bruit, la porte d'entrée claque, deux ombres massives surgissent, les détectives de Camille, muscles saillants sous des vestes sombres. L'un attrape Fatou par le bras, la plaquant contre le mur, son cri étouffé par une paume cailleuse. « Lâchez-la !» rugit Aïssata, se jetant en avant, mais l'autre l'immobilise, son avant-bras comme un étau autour de sa gorge. Camille observe, lèvres étirées en un sourire carnassier. « Donnez-moi la clé, ou la gamine saigne. » Fatou se débat, ses ongles lacérant la peau de son agresseur, un filet de sang coulant sur sa joue. Aïssata sent son pouls martelé, la pression sur sa trachée la faisant halter, mais elle crache. « Jamais, tuez-moi
et le fond explose. Tout est uploadé. Camille s'approche, arrachant la clé de la poche d'Aïssata d'un geste vif. Stupide. Elle branche l'objet dans un ordinateur sur la table basse, l'écran s'illuminant de fichiers accusateurs. Son visage se fige, la rage la défigurant. « Effacez ça !» ordonne-t-elle aux hommes, mais Aïssata profite de l'instant. Un coup de genou précis dans l'aine de son geôlier, qui hurle et lâche prise. Elle pivote, attrape une lampe en cristal, l'abattant sur son crâne avec un craquement sourd. L'homme s'effondre, du sang giclant sur le tapis perçant. Fatou, libéré, enfonce son coude dans le ventre de l'autre, le faisant plier en deux. « Courez !» crie Aïssata, attrapant Fatou par la main, leurs pas tonnant sur le parquet. Camille hurle dans son téléphone. « Bloquez-les !» Mais Aïssata et Fatou dévalent l'escalier, cœur battant à l'unisson, la clé USB perdue, mais les preuves gravées dans le cloud. Dehors, la pluie éclate, un déluge qui les avale. Camille, seule avec ses sbires gémissant, fixe l'ordinateur, son empire craquelant comme du verre sous le marteau. La pluie fouette les rues d'Ossieux de Rivoli comme un fouet enragé, trempant Aïssata et Fatou jusqu'aux os. Elles sprintent, cœurs cognant comme des béliers, les sirènes hurlant au loin. Camille a déjà appelé la cavalerie. Aïssata attrape le bras de Fatou, la traînant dans une ruelle étroite, leurs souffles haletants se mêlant au déluge. « La clé! Elle l'a prise !» crache Fatou, ses yeux écarquillés de panique. Aïssata secoue la tête, eau ruisselant sur son visage comme des larmes de rage. « Pas tout, j'ai uploadé les copies avant d'entrer. Mais on a besoin du master, l'enregistrement audio de mon grand-père. Chez Julien, il l'a caché. » Elles élantent un taxi, un vieux taco qui patine sur le pavé mouillé. À l'intérieur, Aïssata compose un numéro, voix tranchante. « Julien, rendez-vous immédiat, ton appartement, apporte le disque. » Julien, à l'autre bout, bégaie. « C'est du suicide, Dubois sait que je parle. » Aïssata coupe, bouge ou t'es complice. Le taxi file vers le marais, essuyant les flaques comme des larmes. Fatou, frissonnante, serre les genoux. Et si ces chiens nous rattrapent? Aïssata fixe la vitre. Embuée, son reflet durci par la détermination. Alors, on mord, plus fort. Elle débarque devant l'immeuble de Julien, un bloc anonyme au volet clos. La porte s'ouvre sur Julien, pâle comme un spectre, un sac à dos jeté sur l'épaule. « Vite !» siffle-t-il, les tirant à l'intérieur. L'appartement est un bunker, rideaux tirés, ordinateur bourdonnant. Julien branche un disque dur externe, ses doigts tremblants. L'audio de la réunion de 2005. Ton grand-père accusant le conseil. Mais Dubois a effacé les originaux. J'ai sauvé ça. L'écran s'illumine. Une voix craquelée emplit la pièce. Celle du grand-père d'Aïssata, grave et brisée. Vous me volez mon fonds. Dubois, vous signez votre propre tombe. Aïssata ferme les yeux, un poignard dans le cœur, mais rouvre-les, poings serrés. C'est ça, la preuve irréfutable. Télécharge sur mon cloud, maintenant. Soudain, un bruit, un craquement dehors. Julien pâlit. Ils sont là. Fatou bondit vers la fenêtre, aperçoit deux silhouettes sombres, armes luisant sous la pluie. On est piégé. Aïssata attrape le disque, le fourre dans son sac, par la sortie de service. Il dévale l'escalier de derrière. Julien en tête, son souffle rauque comme un moteur teur et grippé. Dehors,
L'allée est un piège. Une voiture noire bloque la sortie. Phare aveuglant, les hommes de Camille surgissent. Un revolver braqué. « La clé! Rendez-la !» rugit l'un. Fatou se figeait. Mais Aïssata la pousse. « Courez !» Elle feinte à gauche, attire le tir. Une balle siffle, éraflant son bras. Du sang chaud coulant. La douleur explose, mais elle charge, poing en avant, heurtant la mâchoire du tireur. D'un crochet vicieux, il s'effondre, arme tombant dans une flaque. Julien tire Fatou vers une grille lasse latérale, escaladant comme des rats affolés. Aïssata suit, son bras lacéré pulsant, mais elle attrape l'arme abandonnée, la pointant sur le second assaillant. Un pas, et je tire. L'homme hésite, puis recule, radio crachotant des ordres de Camille. Elle fuite dans la nuit, le disque serré contre la poitrine d'Aïssata comme un talisman. Julien halète. On l'a, tout. Fatou, essoufflé, hoche la tête. Et maintenant? Aïssata, s'engoûtant, sourit férocement. On finit ça, au sommet. La pluie lave le sang, mais pas la fureur. Camille l'attend, mais le chasseur devient proie. Le siège d'Air France bourdonne comme un nid de guêpes. La salle de conférence vitrée surplombant la piste d'Orly. Camille Dubois, flanqué de ses avocats aux cravates nouées trop serrées, toise la porte d'entrée, son cœur battant un rythme de triomphe forcé. L'enregistrement audio, celui qu'elle croyait enterré, est en sa possession, la clé USB arrachée à Aïssata comme un scalp. Ils viendront, murmure-t-elle à son assistant, voit un fil d'acier, et ils signeront le silence. Mais la porte s'ouvre sur un tourbillon. Aïssata, bras bandés, Fatou à ses côtés, Julien traînant derrière comme un fantôme repentant. Les yeux de Camille s'écarquillent. Un éclair de panique traversant son masque de glace. « Comment ?» Aïssata avance, son pas claquant sur le marbre comme des coups de feu. Elle pose une tablette sur la table ovale, l'allumant d'un geste sec. L'écran projette l'audio restauré. La voix du grand-père, rauque et accusatrice. « Dubois, vous falsifiez pour voler. Le fond est à moi. » La salle se fige, les avocats se raidissant comme des statues. Camille bondit. « Faux, c'est une fabrication. » Mais Aïssata appuie sur play. Pas l'enregistrement original, mais une version amplifiée, avec timestamps et métadonnées irréfutables. Faux, écoutez la date, 2005, votre voix, au fond. Signez, ou votre famille paye. Fatou, poing serré, ajoute. Et les licenciements? Des vies brisées pour couvrir vos vols. Camille recule, son fauteuil raclant le sol comme un cri. Vous bluffez, j'ai la clé. Aïssata rit, un son tranchant comme du verre pilé. La clé? Une copie. Le vrai master est sur le cloud. Et maintenant? Elle tape un code. Un bip retentit. Alerte Interpol, diffusée en direct sur les écrans de la salle. Des sirènes hurlent dehors. Des uniformes bleus envahissant le hall. Julien, voix tremblante mais ferme. J'ai tout envoyé. Email, virement, tout. Vous êtes fini. Camille attrape son téléphone, doigt volant, mais Aïssata l'interrompt. Appelez qui? Vos complices fuient déjà. Les portes s'ouvrent en grand. Policiers, badge luisant, menottes prêtes. Camille se débat, son tailleur déchiré dans la mêlée. C'est elle, l'intruse. Mais un inspecteur, regard d'acier, brandit un mandat. Madame Dubois, pour fraude et blanchiment. 15 millions. Elle hurle, ongles griffant l'air, mais ils la plaquent au sol,
menottes claquant comme un jugement final. Aïssata observe, impassible, son bras douloureux pulsant en rythme avec la justice. Fatou, larmes aux yeux, murmure. C'est fini? Aïssata hoche la tête. Pour elle, oui, pour nous, ça commence. La salle se vide, écho de pas et de murmures. Aïssata ramasse la tablette, son reflet dans l'écran. Pas une victime, une conquérante. Julien, libéré, s'effondre en sanglots. Merci. J'étais un lâche. Elle pose une main sur son épaule. Plus maintenant. Dehors, la piste d'atterrissage brille sous le soleil naissant. Un nouveau départ. Camille, traînée vers une voiture banalisée, jette un dernier regard venimeux. Vous payerez. Aïssata sourit, froidement. J'ai déjà payé et gagné. Le latkeo est complet. L'empire de mensonges s'effondre et la vérité, enfin, règne. Le tribunal de Paris, un colosse de pierre grise, sous un ciel d'acier, avale Camille Dubois comme un vortex. Menottée, tailleur déchiré, elle trébuche sur les marches, son regard venimeux rivé sur Aïssata, assise au premier rang, bras bandés comme une médaille de guerre. Fatou, à ses côtés, serre sa main, ongles enfoncés dans la peau. Elle paye, murmure Fatou, voix tremblante de triomphe. Aïssata hoche la tête, son cœur un tambour sourd. Pas de pitié, seulement justice, aiguisée comme une lame. Le juge, un homme sec aux lunettes pincées, martèle son marteau. Madame Dubois, pour fraude aggravée et blanchiment, 15 millions d'euros détournés, peine, 10 ans de prison ferme. Camille bondit, chaîne cliquetant. C'est elle, Diallo a fabriqué les preuves. Mais l'avocat d'Aïssata, voix tonnante, brandit la tablette, l'audio du grand-père, clair comme un glas. Falsification, voici les métadonnées. Interpol confirme. Vos virements à Zurich, vos emails enterrés. La salle murmure, un bourdonnement de scandale. Camille s'effondre sur le banc des accusés, visage blême, lèvres tremblantes. J'avais raison, ils n'avaient pas leur place. Le juge fronce les sourcils. Assez, embarquez-la. Dehors, les flashs crépitent comme des éclairs. Aïssata et Fatou sortent, avalés par la foule de journalistes. « Mademoiselle Diallo, comment vous sentez-vous » hurle un reporter. Aïssata pivote, micro en main, son regard d'acier balayant l'assemblée. « Juste, pour la première fois, mon grand-père peut reposer. » Fatou, galvanisé, ajoute. « Et pour tous ceux qu'elle a brisés, les licenciements, les vies volées. » Les caméras zooment, capturant la cicatrice fraîche sur le bras d'Aïssata, un stigmate transformé en étendard. François Moreau attend dans l'ombre, costume froissé, yeux cernés. Il s'approche, tête baissée. « Diallo, Aïssata l'interrompt d'un geste sec. « Pas ici, suivez le stage, ou partez. » Il hoche la tête. Voix brisée. Je le fais, pour de bon. Julien, à l'écart, s'avance, un dossier en main. Les employés licenciés, réintégrés, avec arriérés, ordre du conseil. Fatou reçoit le sien en premier, lettre d'embauche, Air France, poste de chef de cabine. Elle pleure, un sanglot libérateur, serrant Aïssata dans ses bras. Tu as tout changé. Le conseil d'Air France, épuré des complices de Camille, signe le chèque. 50 millions restitués au Diallo Fund, plus une clause anti-discrimination gravée dans le marbre. Aïssata, dans une salle adjacente, paraphe le document, stylo ferme, son sang pulsant
un rythme victorieux. Pas de pitié pour les voleurs, murmure-t-elle à l'avocat. Il sourit. Et pour les survivants, Meg. Elle hausse les épaules. On reconstruit. La nuit tombe, Paris scintillant comme un joyau volé. Camille, en cellule, fixe le mur nu. Son empire réduit à des barreaux. Aïssata et Fatou marchent le long de la Seine, l'eau noire reflétant les lumières. Et maintenant? Demande Fatou. Aïssata s'arrête, souffle visible dans l'air froid. On bâtit, le fond renaît, et toi, tu voles. Fatou rit, un son clair. La justice n'est pas un point final, c'est un feu qui allume l'aube. Le conseil d'administration d'Air France, un amphithéâtre de visages pâles et de cravates défaites, fixe Aïssata comme un tribunal improvisé. Elle se tient au centre, bras bandés comme un sceptre. Fatou à sa droite, Julien à sa gauche. Une trinité forgée dans le feu. Le PDG, un homme voûté aux tempes grisonnantes, s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Diallo, nous regrettons profondément. Aïssata croise les bras, son regard un laser. Regretter ne paie pas les vies brisées. Agissez. Le silence s'étire, lourd comme du plomb, jusqu'à ce que le PDG glisse un dossier sur la table. Le Diallo Equity Fund, 100 millions d'euros. Pas un don, une réparation pour les employés licenciés, pour votre grand-père. Fatou étouffe un hoquet, ses yeux s'embuant. Aïssata feuillette les pages. Clauses précises comme des balles. Formation anti-discrimination obligatoire pour tout le personnel. Place réservée pour les talents issus de l'Afrique subsaharienne. Un partenariat avec le centre de Belleville pour des stages culinaires. Et François? Demande-t-elle. Voit un couperet. Le PDG grimace. Stage terminé. Il supervise maintenant les formations, personnellement. Julien hoche la tête. Il a changé. Ou il essaye. Aïssata referme le dossier d'un claquement sec. Bien, signé. Ou le fond se retire pour de bon. La plume gratte le papier, un serment gravé dans l'encre. Dehors, Paris s'éveille, la Seine coulant comme une veine purifiée. François attend dans le couloir, chemise amidonnée, posture brisée. Il s'approche quand Aïssata sort, tête baissée. J'ai lu les témoignages, les employés comme Fatou. J'étais aveugle. Fatou, voix ferme. Aveugle ou complice. François avale sa salive. Les deux, mais maintenant je répare. Le premier stage, c'est pour vous. À Belleville, je cuisine, je sers. Aïssata le jauge, son regard fouillant les fissures. Prouvez-le. Pas avec des mots, avec des actes. Le lendemain, le communiqué explose sur les ondes. Air France lance le fonds Diallo pour l'équité. 100 millions pour la diversité, en mémoire de ceux que nous avons oubliés. Les caméras zooment sur Aïssata, micro en main. Ce n'est pas une victoire, c'est un début, pour que plus personne ne soit expulsé de sa propre place. Fatou, promue ambassadrice, ajoute. Et pour que les Fatou de demain volent haut, s'enchaînent. Julien, réintégré, sourit en fond. On reconstruit, ensemble. François, dans la cuisine du centre, hache des oignons maladroitement, sueur perlant sur son front. Fatou corrige sa prise. Plus fin, les saveurs doivent unir, pas diviser. Il hoche la tête. Un homme brisé reconstruit l'âme par l'âme. Aïssata observe depuis la porte, son bras guéri pulsant d'une chaleur nouvelle. Le fond renaît,
Injection massive dans des start-up africaines, des bourses pour des pilotes comme Fatou. Camille, en cellule, entend l'écho à la radio, son poing frappant le mur, un cri muet de défaite. Paris, ville de lumière, s'illumine d'un nouveau feu. Aïssata marche vers l'aube, Fatou à son bras. « Et toi, qu'est-ce qui te guérit ?» Aïssata sourit. « Enfin. Vous. Tous. » Le cercle se referme, mais plus grand. L'action n'est pas un chèque, c'est un serment forgé dans le sang et l'encre qui élève les tombés. Achoi 5. Taitiet en descendiem balam. Ketuk vien main en bai hoc. Le soleil couchant baigne le centre de Belleville d'une lumière orangée, transformant les murs écaillés en toile d'or. Aïssata Diallo se tient au milieu de la grande salle, entourée d'une constellation de visages. Fatou, radieuse en uniforme de pilote, Julien, fier dans son rôle de coordinateur, et François, humblement posté derrière un comptoir improvisé, servant des assiettes de thiéboudienne fumant, l'air vrombi de rire, de fourchettes, tintant de voix maliennes et françaises, entremêlées comme un hymne à l'unité. C'est le lancement du Fonds Diallo pour l'équité aérienne, un festin symbolique où les anciens licenciés d'Air France côtoient les nouveaux apprentis, tous unis par une chaîne brisée. Aïssata lève un verre d'hibiscus, son bras guéri tendu comme une flèche vers l'avenir. « À mon grand-père », proclame-t-elle, voix claire et ferme, coupant le brouhaha comme une lame. Il a bâti un fond pour élever, pas pour enterrer, et aujourd'hui, nous honorons son sang. Les applaudissements éclatent, un tonnerre chaleureux. Fatou, larmes aux yeux, se lève. À Aïssata, qui nous a appris à voler sans ailes cassées. Julien, rouge d'émotion, ajoute « Et à la justice, qui n'est pas un cri, mais un cercle. » François, gorge nouée, murmure pour lui-même. « J'ai appris, tard, mais vrai. » Il pose une assiette devant une ancienne collègue, ses mains tremblant légèrement. Un geste simple, mais chargé de rédemption. La soirée s'étire, les histoires coulant comme le vin. Fatou raconte son premier vol en simulateur. Julien partage les audits qu'il mène désormais pour traquer les injustices. Aïssata écoute, son cœur gonflé, un sourire rare adoucissant ses traits. Plus tard, seule sur le balcon, elle contemple Paris scintiller. La tour Eiffel, phare distant, symbole d'un empire conquis. Son téléphone vibre. Un message du conseil d'Air France. Contrat signé. Bourse pour 500 jeunes. Merci. Elle s'efface l'écran, son regard se perdant dans la nuit. La victoire n'efface pas les cicatrices. Le bras qui porte encore la marque de la balle, le fantôme de son grand-père. Mais elle les transmue en force. Fatou la rejoint, manteau sur les épaules. « Et toi, Aïssata, ton prochain vol ?» Elle hausse les épaules, un éclat malien dans les yeux. Pas un avion, un fonds élargi, des écoles en Afrique, des pilotes partout. Et toi ? Fatou rit. Premier vol pour Bamako, pour voir d'où tu viens. Elle s'enlace, un lien forgé dans le feu. Julien et François observent depuis l'intérieur un duo improbable devenu pilier. François s'approche. « Puis-je rejoindre un jour ?» Aïssata le jauge, puis tend la main. « Prouvez-le encore, le cercle s'agrandit. » La nuit enveloppe Belleville, mais l'aube pointe déjà. Aïssata rentre chez elle, un appartement modeste, aux murs tapissés de photos. Son grand-père souriant, Fatou en uniforme, le centre bondé. Elle allume une bougie,
murmure une prière malienne. Que la vérité vole haut. Le message final clignote. Un article dans Le Monde. De l'expulsée à l'héritière. Aïssata Diallo réécrit les cieux. Elle sourit. La leçon, la discrimination n'est pas une porte fermée. C'est un appel à forcer l'entrée. Et dans ce cercle élargi, personne n'est laissé au sol. Paris respire, renaît, porté par des ailes nouvelles. Cette histoire d'Aïssata Diallo nous enseigne une vérité brûlante. La justice n'est pas un cri, mais une lame forgée dans la résilience et la vérité. Face à l'injustice, elle n'a pas plié, mais a transformé sa douleur en pouvoir, réécrivant les règles d'un monde qui l'avait jugée indigne. Chaque pas d'Aïssata nous rappelle que notre valeur ne se mesure pas à l'apparence, mais à la force de notre combat. Et vous, avez-vous déjà affronté une injustice qui vous a poussé à riposter? Partagez vos histoires dans les commentaires, vos voix comptent. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage. Abonnez-vous et retrouvons-nous bientôt pour d'autres récits qui secouent les âmes. À la prochaine.